Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir 4 barres de réseau sur votre téléphone et de ne pas pouvoir envoyer un seul message? Bienvenue dans le monde merveilleux des petits mensonges de la tech. Parce que ces barres, elles ne mesurent absolument pas ce que vous croyez. Et votre téléphone regorge de ce genre de cachotterie. Quand vous croyez utiliser votre GPS dans le métro, quand vous cochez un CAPTCHA, quand vous scrollez sur Twitter ou Insta, et même l'animation de chargement de Windows. Pourtant, ce ne sont pas des arnaques malveillantes. Au contraire, elles cachent des compromis d'ingénierie brillants et parfois complètement contre-intuitifs. Aujourd'hui, on va décortiquer ces illusions du quotidien et ça devrait changer votre regard sur plein de technos que vous utilisez tous les jours. Juste avant d'en parler, je suis très content de vous reparler d'Incogni qui revient sur la chaîne. C'est un service qui va supprimer automatiquement vos données personnelles des bases de données qui les collectent et les revendent. Email, numéro, adresse, tous ces trucs qui circulent sans votre consentement et qui fait que vous avez du spam, du risque de piratage et un mauvais contrôle de votre vie privée. Et ce qui est génial avec Incogni, c'est qu'il contacte ces entreprises en masse, à votre place donc, et gère les démarches de suppression. Et surtout, vous allez avoir un dashboard pour suivre tout ça en temps réel, les demandes en cours et celles qui sont effectuées. Avec le code _, vous aurez moins 60% sur l'abonnement annuel, avec garantie satisfait ou remboursé. Je vous mets le lien en description et on reprend. La première, c'est les barres de réseau que vous avez sur votre téléphone. Un cas très classique, je capte de la 4G, voire même de la 5G, j'ai 4, 5 barres de réseau, tout va bien, et pourtant, impossible d'afficher la moindre page web ou même d'envoyer un message sur WhatsApp. C'est une situation assez connue et ça m'a intrigué. J'ai voulu savoir pourquoi notre téléphone nous ment. Et bien tout simplement parce qu'il a été conçu pour nous mentir. Il y a du coup dans ce petit pictogramme, dans ces deux petits pictogrammes, 2 pictogrammes. Le premier sur lequel on va s'attarder, c'est le logo 3G, 4G, 5G. On pourrait penser que ce logo il définit quelque part la vitesse de connexion ou une qualité du lien Internet. En fait, pas du tout. C'est pas du tout ça qu'il nous montre à l'écran. Pour ça, en fait, si on voulait que ça soit capable de faire ça, il faudrait que notre téléphone fasse un test de débit, en fait, avec son antenne. Régulièrement. Ça coûterait beaucoup trop cher aux opérateurs, ça saturerait sans doute le réseau en permanence, donc ce n'est pas possible. En fait, le Picto 4G, 5G, ça veut tout simplement dire que mon téléphone est connecté à une antenne, à une cellule, on appelle ça, compatible 4G ou 5G. En fait, il y a une liaison entre l'antenne et moi et mon téléphone, mais c'est tout. Je peux très bien n'avoir échangé aucune donnée avec cette antenne. Si juste ils se sont parlé en mode « coucou, je suis là » et « ok, toi t'es compatible 4G, moi aussi, très bien », il y aura le Picto 4G. En fait, c'est une information purement technologique. Peut-être même que mon opérateur, il peut faire face à une panne nationale. Si l'antenne dans mon quartier fonctionne, il y aura marqué 4G. Mais alors c'est quoi la petite barre qui monte de 1 à 5 escalier. Voilà. C'est pour le deuxième élément, qui sont du coup les barres de réseau, qui vont nous donner quand même un peu plus d'informations. Donc c'est souvent, il y en a 5. Et donc entre 1 et 5, on peut savoir à peu près comment on capte. Mais j'ai le regret de vous annoncer que ces mêmes barres de réseau ne mesurent toujours pas la qualité de la connexion Internet de notre téléphone. Ça mesure quand même quelque chose qui va nous intéresser un peu plus. Ça mesure la puissance du signal radio entre le téléphone et l'antenne. Et cette puissance du signal radio, elle va dépendre de plein d'éléments. En 1, la distance avec ton antenne. Si tu es très proche, tu vas beaucoup mieux capter le signal radio de l'antenne. Et donc, du coup, tu vas avoir plus de barres affichées. Et après, il y a plusieurs petits critères qui influent un petit peu les interférences radio, les fréquences utilisées, la puissance d'émission de l'antenne, parce qu'évidemment, toutes les antennes en France ne sont pas exactement les mêmes, la sensibilité de notre téléphone, voilà. Mais globalement, c'est un petit peu la distance, les obstacles qu'il y a entre moi et l'antenne, et un petit peu le monde, mais pas vraiment. C'est plus parce qu'il y a beaucoup d'interférences radio. Donc, en fait, ça peut être d'autres interférences, et pas du tout des téléphones. Donc, tout ça, ça fait une moyenne. Enfin, ils font une note globale, et c'est ça que tu vois ? C'est pas tellement une note globale, c'est plus que c'est tous les éléments qui vont influer sur, à la fin, ton antenne, elle reçoit quelle force de signal, en fait. Ouais. Exactement. Mais ça passe à côté de quelques critères qui peuvent qu'à certains moments, dans certaines situations, ça va tout faire merder, en fait. Ça ne dit rien, par exemple, sur la capacité de l'antenne, son débit, quel débit elle peut envoyer, et même sur sa génération. Est-ce que c'est une vieille ou une antenne récente ? Ça dit pas grand-chose sur
ce qui m'entoure, moi et mon téléphone. S'il y a 3 personnes ou 50 000 personnes, ben en fait, ça va pas faire grosse différence. Mis à part potentiellement un peu les interférences radio. Mais par exemple, s'il y a 50 000 personnes qui, pendant 1 heure, ne font rien, il n'y aura pas vraiment d'interférences radio. Sauf que on se partage le débit d'une antenne. Et donc, quand on est 3 versus quand on est 50 000, bah, on va pas capter, on va pas avoir un lien Internet qui sera de la même puissance, enfin du même débit. On n'a pas la même part de gâteau, en fait. On n'a pas la même part de gâteau, on n'a pas la même part du tuyau. On ne sait pas non plus comment est partagé le débit de l'antenne par l'opérateur. Si quelqu'un est au téléphone, il sera très certainement priorisé par rapport à quelqu'un qui télécharge quelque chose. Deuxième histoire, deuxième chose, la tech nous ment. La tech nous ment aussi avec les CAPTCHA. Moi, il y a un truc qui cloche, c'est que je me suis dit, et on s'est dit, je crois, ça fait vachement longtemps que j'ai pas fait un CAPTCHA en réalité. Où ils se font tout seuls. Enfin, ou alors ils se font tout seuls. Ouais. Ou alors il y a la coche, on clique dessus, fait OK. Bon. J'ai dit, c'est bizarre parce que c'était pas le principe d'un CAPTCHA. À la base, faut que je prouve que je suis un humain. Il faut que, entre guillemets, j'entraîne des IA. Et en fait, je me suis un peu renseigné. Et il y a un truc incroyable qui est sorti. Cloudflare a sorti un service qui s'appelle Turnstile, je crois. Et en fait, c'est un système anti-CAPTCHA pour clairement faire face à Google. Et en plus, ils l'ont fait un peu en partenariat avec Apple. Je vous explique. Comment ils font ? En fait, ils ont 3 leviers. Le premier levier, c'est qu'ils font des vérifications contextuelles. Donc, tout ce que révèle notre navigateur à notre place. Ce qu'on appelle un empreinte de navigateur. Donc, ça peut passer par quel OS on utilise, la taille de l'écran, les polices installées, les extensions, vous en avez déjà parlé. Mais toutes ces petites informations qui sont stockées dans notre navigateur, ça fait une empreinte de navigateur. Ça permet de calculer un score de confiance. Et donc ça, dans le but de pouvoir se passer de CAPTCHA, mais de quand même pouvoir discerner les bots des humains. Et voilà, ils regardent notre adresse IP. Je sais qu'ils regardent si notre adresse IP est plutôt légitime, ou ils ont un peu des bases de données de cette adresse IP. Non, normalement, c'est bon, cette adresse IP, c'est un bot, etc. Ça, c'est un des premiers leviers. C'est un peu vérifier toute l'empreinte du navigateur. Le deuxième, c'est de fournir un channel invisible au navigateur à exécuter. Donc c'est un script de test où il faut exécuter. Et en fait, en fonction de son temps de réponse, on va pouvoir savoir si c'est plutôt un ordinateur réel ou si c'est plutôt un robot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il détecte des micro-variations naturelles qu'un bot ne fait pas. Parce qu'en fait, un navigateur, c'est tellement complexe qu'en fait, il va y avoir des petites latences à certains moments, des choses comme ça. Et donc, résoudre un petit challenge technique qui demande un petit peu de temps de calcul au CPU, eh ben, ça peut permettre de définir si c'est un robot ou pas. C'est ce qu'on appelle un crypto-puzzle. Donc pour te comprendre, c'est que ce challenge-là, il ne doit pas être fait par un humain. C'est pas un challenge. Oui, c'est un challenge par ton ordinateur. C'est ça. Donc, mais pour les bots, c'est des ordinateurs. Non, mais quelle est la différence ? Mais à la base, on voulait prouver qu'on n'était pas un humain. Et là, du coup, c'est notre machine qui dit à une machine qu'on est bien un humain. Oui. Ça n'a aucun sens. Sans notre intervention. Sans notre intervention, juste en cliquant sur « Je ne suis pas un robot ». Et la troisième, qui est en vrai la plus stylée, c'est que Cloudflare a collaboré avec Apple pour mettre en place ce qu'on appelle les Private Access Tokens. Si actuellement, vous avez un Mac ou un iPhone, Apple fournit une attestation cryptographique qui prouve que votre appareil, c'est pas un bot. Sans révéler votre identité, il dit pas qui vous êtes, pour éviter toutes c'est Apple le garant de tout ça. Et en gros, c'est un fast-pass, comme à Disney. Donc c'est cet iPhone est whitelisté et exactement. Ça passe. Okay. Vraiment, ils ont tué le CAPTCHA de Google. Donc ce qui est marrant, c'est que ça marche sur Safari globalement. J'ai trouvé ça incroyable parce qu'en gros, il y a une volonté derrière de reprendre le pouvoir à Google. Il faut savoir que Google avait vraiment quasiment une hégémonie pendant des années et des années. Il y a un moment, je crois qu'ils étaient à 98%. Maintenant, c'est plus 75% de monopole sur les CAPTCHA. Et donc, en fait, en faisant ça, il y a ce côté, non, mais on en a marre de Google, là. En plus, ils entraînent des IA gratuitement. Le troisième, c'est le GPS. Est-ce que le GPS nous ment ? Alors, c'est pas vraiment le GPS, parce que j'aurais pu vous dire que, en effet, le GPS, il n'est pas très précis, en réalité. À la base, il a été, dans sa construction civile et pas militaire, il a été un peu conçu pour être précis entre 5 et 10 mètres. Donc ce n'est pas en ça que le GPS nous ment. Non. Mais moi, il y a quelque chose qui me dit, mais comment ils peuvent nous faire croire ça ? C'est les applications de transport en commun. Je ne sais pas si vous utilisez des types Citymapper, Transit, etc., des choses comme ça. Il y a une fonctionnalité où quand on demande un trajet, on peut faire Go, et après, globalement, on reçoit des notifications quand il faut sortir du métro à la bonne station, quand il faut faire une correspondance, etc. Sauf que dans le métro,
la plupart du temps, il n'y a pas de réseau. On est sous terre. Et pour le coup, parfois, il y a du réseau. Ça peut arriver qu'il y ait des antennes relais. Mais le GPS, c'est vraiment des satellites, quoi. Donc, si tu vois pas le ciel, ça ne peut pas marcher. Et donc, je me suis demandé, mais comment ces applications, ils font pour nous localiser avec leur GPS alors que c'est physiquement impossible? Et en fait, il y a 2 solutions. La première, c'est soit ça marche très mal, où en fait, on te dit de faire la correspondance, mais en fait, on te le dit 5 arrêts trop tard, parce qu'en fait, il n'a pas compris que tu étais au bon endroit et qu'en fait, juste, il est paumé, il a ta dernière localisation GPS et il ne sait pas où tu es. Mais il y en a d'autres où ça marche vraiment bien et ce sont des génies. Parce que je vais vous raconter comment ils ont fait. C'est absolument incroyable. Ils devinent, ils se disent, bon là, si tout s'est bien passé, il devrait sortir à ce moment-là. Il y a un peu de ça, mais t'es pas prêt pour savoir comment ils devinent. En fait, tout simplement, ils activent le micro, ils entendent le nom des stations et c'est terminé. Quoi ? Non, pas du tout. Je suis content, mon troll a marché. C'est l'équipe de Transit, qui est une application qui permet de se repérer dans les transports en commun, qui ont documenté ça sur un blog post absolument passionnant. Et je vous en fais la description. En gros, ils sont allés dans le métro et ils ont fait un relevé de l'accéléromètre du téléphone. Alors voilà, c'est ça. Et alors vous ne le voyez pas forcément bien, mais ce qui a marqué sur les barres là, verticaux. Non, c'est pas les stations. C'est en fait, ils ont noté à quel moment ils marchent, à quel moment ils prennent des escaliers, à quel moment ils attendent le métro, à quel moment le métro est en mouvement, à quel moment le métro est à l'arrêt. Et il s'est dit, on va peut-être pouvoir faire quelque chose avec ça. Wow. Bon, après, la deuxième étape, c'est qu'ils ont passé ça en fréquence. Ils ont fait une transformée de Fourier pour ceux à qui ça parle. Et globalement, bon, ça devient beaucoup moins lisible pour nous, êtres humains, mais en fait, pour notre téléphone et l'ordinateur qui va processer ça, c'est plutôt pratique. Et je suis très heureux de vous apprendre que, par exemple, notre téléphone, il vibre à 5 Hz quand il est dans le métro. Alors que quand on marche, c'est 2 Hz. Bon, ils se sont fait un petit kiff, ils ont fait des petites analyses. Donc déjà, tu peux avoir cette info avec l'accéléromètre. Ouais. Tu peux avoir la fréquence de vibration. Donc ils savent si tu marches ou si tu es dans le métro. Et donc du coup, ils se sont dit, ah non, mais en fait, la seule solution, c'est d'entraîner un modèle pour classer les différents types de mouvements. Sauf que, premier problème, pour créer un modèle, en fait, il faut plein de données. À votre avis, comment ils ont fait pour avoir plein de données comme ça? Ils ont fait une update sur CityMapper. Ils ont fait une update qui siphonne. Ah non, faut les labelliser après. Donc ça marche pas. Donc, non, mais c'est juste des gens de l'équipe qui sont partis avec plusieurs téléphones et qui ont pris le métro des dizaines de fois. Okay. Dans différents métros du monde, ils sont allés au Québec. En disant ce qu'ils font à chaque fois et tout ça. En notant ce qu'ils font à chaque fois. Donc ils ont noté à chaque fois, ils ont même noté à chaque fois qu'ils prenaient un escalator, quand ils entrent dans un escalator, quand ils sortent, enfin tout, ils ont tout noté. Tout ça pour au final entraîner un modèle sur le modèle d'un apprentissage non supervisé. En gros, ils ont pris tous les relevés, ils les ont donnés à leur modèle d'IA, ils ont fait, essaye de trouver à quel moment à quel moment on est dans des escaliers, enfin à quel moment tu vois des patterns qui se répètent. Parce qu'en fait, c'était plus intéressant d'un point de vue scientifique de faire comme ça. C'est-à-dire que tu ne donnes pas les labels. Tu dis pas. C'est pas toi qui dis. Tel moment c'était un escalator, tel moment. Il essaye de deviner tout seul. Tu lui dis, trouve des corrélations. Enfin, trouve des paquets de séquences qui semblent se ressembler, quoi. Et donc, ils ont fait un premier modèle qui en fait détecte le type de mouvement. Mais c'est pas fini. Parce qu'ils ont fait un deuxième modèle qui s'appelle le mixeur. Enfin, ils l'ont appelé le mixeur. Et en gros, ça va mixer 4 types de données pour arriver à notre fin, c'est-à-dire détecter où on est précisément et à quelle station. C'est que donc, du coup, ils utilisent le modèle précédent, qui est le type de mouvement qu'on est en train de faire. Ils utilisent le dernier emplacement connu, GPS, le temps écoulé depuis la dernière position connue et l'horaire du métro. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont dans leur application. Et donc, avec ces 4 données, dans 90% des cas, ils ont juste sur l'endroit où se trouve une personne, à n'importe quel moment, même si tu es sous terre. C'est génial. C'est absolument incroyable. Et ce qui est le plus fou, c'est que leurs 2 modèles, ils les ont compressés et ça rentre dans l'application. C'est hors ligne. Hors ligne, ça fonctionne. Et c'est fou parce qu'en plus, tu vois, n'y connaissant rien, je m'étais même jamais dit sous terre, c'est vrai que le GPS ne va pas marcher.
Je ne l'ai pas remarqué. Je me suis dit, de temps en temps, j'ai du Wi-Fi, il doit s'en sortir comme ça, tu vois. Pas du tout. Et en vrai, en voiture, ils le font, mais je trouve ça beaucoup moins impressionnant quand on est sous un tunnel. J'ajoute juste une autre méthode sur laquelle je suis tombé en faisant mes recherches. C'est une autre technique basée sur le baromètre qu'il y a dans nos téléphones. Donc, je ne savais pas qu'il y avait un baromètre, mais en fait, il y en a un dans nos téléphones. Depuis les années 2015, il y en a à peu près dans tous les téléphones. Et un baromètre, ça peut mesurer la différence de pression atmosphérique. Et en fait, quand le métro démarre ou quand il s'arrête, par ce qu'on appelle l'effet Venturi, mais globalement la pression elle change. On comprend bien que quand on rentre dans un tunnel, la pression change. Et vous allez voir sur ce graphique, on voit quand même vachement bien à quel moment il y a des stations de métro. Okay. C'est vraiment, je trouve, édifiant quoi. Est-ce que on en a des plus courtes. Ouais, là on passe en anecdote courte, comme dirait Mac Margarito. Il y en a une qui concerne le scroll. Donc sur ton téléphone, que ce soit sur un réseau social, sur un site de e-commerce, etc., tu vas avoir régulièrement des scrolls qui sont très longs, voire infinis. Donc tu descends comme ça, tu vas avoir beaucoup d'éléments qui défilent. Est-ce que tu t'es pas déjà posé la question, par exemple sur X, prenons, qu'à un moment, si surtout tu as scrollé depuis vraiment très longtemps, ça fait beaucoup d'informations quand même. Oui, si. Sur une même page, tu vois. Tu te dis, mais il y a un moment, ça doit saturer. Tous ces... Tout ce qui s'accumule au-dessus. Exactement, tu t'imagines le fil qui remonte comme ça en haut de ton téléphone, tu te dis mais ça doit complètement saturer la mémoire, je sais pas. Et bien en fait, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que n'importe quel développeur qui essaie de concevoir ce type de liste très très longue va être confronté très rapidement en réalité à des problèmes de performance. Moi je me rappelle, dans mes premières applications, tu faisais une liste avec 1000 items par exemple, et ben d'un coup ton téléphone va se mettre à ramer en fait. Ton scroll, tu vas avoir des chutes de frame, des chutes de FPS, et ça va devenir dégueulasse. Ton appli, elle ressemble plus à rien, elle bug et tout ça. Typiquement parce que en fait, ça fait énormément de nœuds à rendre quand t'es développeur web, tu manipules le DOM, donc c'est une sorte d'arbre géant. En fait, à partir du moment où tu commences à avoir énormément de nœuds dans cet arbre, et ben tu peux avoir ton téléphone qui se met à complètement laguer, quoi. Pour ça, la solution, en fait, c'est de te mytho. Que pour toi, tu as cette impression d'avoir une liste infinie sous les mains, mais qu'en réalité, ce ne soit absolument pas le cas. En fait, l'astuce, c'est qu'on a conçu ce qu'on appelle des listes virtuelles, qui est quasiment entièrement inexistante. C'est-à-dire que du point de vue, si tu ouvres ta console développeur et que tu regardes tous les items de ta liste, tu verras que ils sont quasiment tous... Enfin, la plupart n'existent pas. C'est uniquement ceux qui sont dans ton écran. Et donc, c'est-à-dire que dès qu'ils passent, ils disparaissent ? Exactement. Donc là, quand la liste va monter, dès que c'est... Alors, on prend une petite marge en général, pour éviter que tu le vois, que tu te rendes compte de l'arnaque. Et à partir du moment où ils disparaissent un peu là-haut, on les supprime. Mais tu peux quand même scroller très vite vers le haut. Et on les fait apparaître en bas. Et effectivement, tu peux scroller très vite. C'est pour ça qu'on prend de la marge d'ailleurs. Sinon, tu peux voir tu peux littéralement voir ton feed qui disparaît ou qui apparaît. Donc, c'est pour ça qu'on prend de la marge. Mais on te manipule en fait. Voilà. Et là, tu peux voir à gauche, en gros, c'est le DOM. Et tu vois que il y a jamais que 12 cartes. Donc en fait, réellement peu importe la direction dans laquelle tu vas, on va le faire charger à nouveau. Exactement. Plutôt que de le stocker en mémoire. On ne te charge que ce que tu peux voir. Incroyable. Premier mensonge. Génial. Et en vrai, pour les développeurs, c'est obligatoire. Exactement. Donc, super intéressant. Et ben moi, j'en finis avec un très court. Vous voyez le petit écran de chargement, là, la petite roue de chargement. Mm-hmm. Là, Arthur, tu dois te dire... ça charge. Ça charge. Ouais. C'est une vidéo qui est mise en boucle. Pas du tout, c'est une police de caractère. Quoi? En gros, non mais, en vrai, quand j'ai découvert ça, je dis bah oui, bien sûr. C'est une police de caractère. Comment ça? C'est une police de caractère. Et globalement, quand on regarde dans les polices de Windows, donc là où t'as toutes les lettres, quoi, pour pouvoir écrire sur ton clavier. Il y a ces petits points là. À un moment. Donc, tu peux ouvrir Word. Voilà, exactement. Écrire ces petits points. Et écrire ces petits points. Une animation, t'as toujours deux moyens de la représenter. C'est soit tu codes l'ensemble des images, les unes après les autres, que tu fais défiler à haute vitesse et ça crée le sentiment de fluidité. Mm-hmm. Soit, donc ça c'est vraiment la manière dont on stocke les vidéos de manière faire du cinéma finalement. Exactement. L'autre moyen, c'est de prendre uniquement, de décrire l'animation en elle-même. Et pour le coup, tu vois, ça va tenir en beaucoup. Tu décris la même chose avec beaucoup moins de texte, mais à la fin, l'ordinateur va devoir lui-même
Calculer le mouvement. Calculer le mouvement au moment où il l'affiche. Tu vois. Et effectivement, c'est aussi un autre truc que les développeurs connaissent, c'est que les icônes, ou qu'elles soient animées ou pas, ça arrive souvent qu'on les stocke dans des polices de caractères. Je ne saurais pas donner les arguments précis de pourquoi. Je pense que c'est un format de fichier qui permet, en un seul fichier, de contenir énormément de petites images. L'alternative historique dans les jeux vidéo, par exemple, c'était d'avoir des PNG géants dans lesquels tu les ouvrais et tu voyais toutes les images du jeu. T'avais Mario dans toutes les positions. En 20 positions, parce que c'était codé comme ça à l'époque, dans le Mario 2D. Du coup, on appelle ça des sprites. Ouais. Était contenu dans un même fichier. Donc là, c'est une alternative qui permet notamment de stocker pour le coup des formats vectoriels. Donc ce que ça veut dire, c'est que tu peux les afficher en 12 par 12 ou en gigantesque. Et ben là, ce chargement Windows, il va pas devenir pixelisé, il va être toujours aussi carré. Donc je pense que c'est la raison principale. C'est un fichier portable qui stocke des icônes vectorielles en grande quantité. Je vais plus jamais le voir de la même manière. Est-ce que vous saviez que dans le logiciel, on passe son temps à mentir aux utilisateurs ? Par exemple, le slider de son sur YouTube, juste ici, ou encore votre pourcentage de batterie. On vous explique tout ça dans cette vidéo.